Bonjour. Allô? OK. Le micro marche apparemment. Donc on était en train de regarder comment décrire les bases données. On a vu pour des valeurs discrètes ou limitées qu'on pourrait créer des diagrammes en bâton, en secteur, non en barre ou en secteur. Après on a vu le diagramme en bâton. Et on a vu que s'il y a trop de possibilités. Attends, il est où? Il est là. Ce diagramme en bâton, bah, il n'est pas très clair. On n'arrive pas vraiment à déduire les choses. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est repartager les données dans des classes fictives qu'on va utiliser pour créer des diagrammes. On fera. Donc, on a vu les règles ou des aides pour déterminer combien de classes, comment choisir l'amplitude et la borne. Et donc, on a fait finalement une division en classes pour la donnée taille. Normalement, vous avez appliqué ce truc-là déjà dans le TP pour créer le tige et feuille et les histogrammes. On va le reprendre vitement. Donc, un diagramme en tige et feuille, ça va vous permettre d'avoir une première idée de la répartition des données, une idée très simple ou très vague, et ça peut vous guider aussi pour déterminer le nombre de classes qu'on va prendre. Donc, tige et feuille, l'idée est simple. On va déterminer des valeurs pour un tige, donc comme un fleur, et après, sur ce tige, on va ajouter des feuilles. Et donc, le global va vous donner une indication de la distribution des données. Comment on doit faire? On a les données et on doit les scinder en deux parties. On a besoin de deux parties. Une partie pour construire la tige, l'autre pour construire la feuille. La répartition en deux parties va dépendre des données que vous avez. Donc les données dans l'exemple là sont des décimales. Donc un choix très intuitif, très commun, c'est de prendre l'entier et la décimale comme deux parties séparées. Pour d'autres données, par exemple la taille, on peut prendre les dizaines et centaines et les unités, c'est un peu à voir. Et donc ici, on a une série 6, 4, 7, 6, etc., etc. Et donc on va le scinder. Donc le 6 plus 6,4, on va le scinder en 6 plus 0,4, etc. Et donc on va prendre toutes les... Ouais, je vais faire comme ça. Toutes les entiers comme tige. Donc on a les entiers de 6 jusqu'à 12. On le met l'un au-dessous de l'autre. Ligne verticale pour indiquer que c'est la tige. Et après, on va regarder les valeurs individuelles et on les ajoute, ou on ajoute les décimales dans ce diagramme. Donc, dans 6, pour 6, on n'a que 6,4. Donc, je vais mettre un 4 ici. Donc là, je vois, je lis, j'ai une observation qui est 6,4. Pour 7, j'ai une observation aussi, 6,7. 6, donc ça, je vais mettre une 6 là. 8, j'ai 2 fois 8,8. Donc, j'ai deux observations et je mets les deux décimales, les deux valeurs décimales. 9, 9,1, 4, 5, 8. Donc, j'ajoute, j'ai un 9,1, 9,4, 9,5, 9,8. Et je vais prendre comme ça. 10,0, 4, 5, 6, 11, 3. Et donc, on obtient un diagramme comme ça.
Donc c'est un diagramme qui donne de l'information sur les valeurs observées. Donc on sait retrouver toutes les valeurs observées en regardant et en sachant la répartition qu'on a fait. Donc 6,4, 10, 0, 10, 4, 10, 5, etc. Et on a une idée de la distribution. Donc on voit qu'il y a une observation avec un entier 6. Il y a 4 observations dans cette classe-là. On a une idée des classes de base et on peut changer si nécessaire. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est le diagramme en tige et feuille. Et donc, comme dit, ça va fonctionner, ou la tige et les feuilles vont être fonction des données. Par exemple, pour la taille, là, on a la taille. On n'a pas de dizaines. On va prendre des classes centaines et dizaines et après les entiers. Donc, on aura des classes qui commencent par 15, donc le 150 jusqu'à 190. Donc, on a comme tige 15, 16, 17, 18, 19. Et après, on ajoute les valeurs individuelles, donc 156 et 159. 160, 4 fois, 5 fois. Un nombre de 3, etc. Et on le remplit comme ça. Donc, si on regarde le diagramme pour la taille, on a pris ici quatre classes de base, 5 classes de base, et on voit qu'il y a assez peu de monde, ou très peu dans cette classe-là, et assez peu dans le 19, et il y a beaucoup de monde dans la classe 17 et 18. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est chercher une autre répartition. Par exemple, encore diviser ces classes en deux. Donc, au lieu de prendre les amplitudes de 10, donc 170 jusqu'à 180, on pourrait dire, je vais essayer de prendre des amplitudes de 5 pour ce truc-là. Et donc, à ce moment-là, je vais refaire le diagramme. Et donc, j'aurai 5, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19. Donc, ça va correspondre à 155 jusqu'à 159, 160, 165, 66 jusqu'à 69, oui, après 70 jusqu'à 175. Non, c'est 4, 5, 4, etc. Donc, on a à chaque fois 5 valeurs possibles dans chaque classe, dans chaque feuille. Et on fait de nouveau la répartition, ce qui me donne quelque chose comme ça. Donc, j'ai là une idée de la distribution des données. Donc, si je le tourne un peu, je sais voir je sais voir ici aussi où se trouve la masse. Donc, la plupart de la masse se trouve dans la première classe 17, donc le 170 entre 175, et surtout au milieu, donc entre 165 et 185 à peu près. Donc, ça vous donne une idée du nombre de classes à prendre pour voir que si les classes sont pas trop peuplées comme ça, et on pourrait le modifier. Il y a quand même une petite différence entre le tige et feuille et l'histogramme, ou non, pas l'histogramme, les classes qu'on a fait, ce sont les bornes. Donc, si on fait le diagramme en tige et feuille d'une manière comme ça, donc on prend des amplitudes 5, on a ces bornes-là. Pour les classes qu'on avait définies, on avait le premier, c'était 155 jusqu'à 160. Après, c'était 160, mais pas inclus, jusqu'à 165, etc.
Donc, vous voyez que les classes ne sont pas exactement les mêmes. Il y a un petit décalage. Donc, là, le 160 est inclus dans la première classe. Pour le tige et feuille, c'est inclus dans la deuxième classe. Mais quand même, ça vous permet d'avoir une idée du nombre de classes que vous pouvez ou vous voulez utiliser. Il est facile à comptabiliser les effectifs. On compte simplement le nombre d'observations dans la classe. Donc, pour cela, il y a 2 observations dans la première classe définie. Donc, là, l'effectif est 2. L'effectif sera, je ne sais plus, je ne sais pas compter. Mais donc, vous savez simplement compter les chiffres ou le nombre de valeurs dans chaque des classes. Et ça vous donne l'effectif par classe. L'avantage, comme dit, c'est qu'on garde les valeurs individuelles. Donc là, on garde les valeurs individuelles. Si on regarde les classes, on a simplement défini les bornes et après les effectifs, mais on n'a plus les valeurs individuelles dans ce cas. Par contre, c'est plus facile de travailler avec les classes définies et faire l'histogramme, créer l'histogramme qu'on va voir, de travailler avec les tiges et feuilles. Donc, tiges et feuilles, c'est surtout un outil pour déterminer le nombre de classes. Mais si on va regarder les données, on va créer des histogrammes. Donc, on pourrait faire ou créer 8 classes pour la taille comme défini la fois passée. Donc, les 8 classes, les effectifs et les fréquences. On voit, par exemple, là, que les effectifs de la première classe, ou classe 1 et 2, sont assez bas. La fréquence aussi, et même chose pour les 2 derniers, 13 et 4. Donc, on pourrait s'imaginer de prendre les 2 classes ensemble, donc créer une classe qui est plus grande au début et à la fin. Et donc, à ce moment-là, on aura 6 classes, mais 6 classes d'amplitude différentes. Donc, l'amplitude pour la première et la dernière classe est égale à 10. L'amplitude pour les 4 classes au milieu est égale à 5. Et à ce moment-là, pour ces classes, on voit que les effectifs des classes sont à peu près les mêmes. Donc, ils sont dans le même ordre, même pour les fréquences. Donc, on va utiliser les deux. Le tableau statistique ou la donnée avec des amplitudes égaux, des amplitudes égales, égales à 5, et amplitudes différentes, donc 10, 5, 5, 5, 5, 10. Comment on va représenter ce tableau statistique? On va créer un histogramme. L'histogramme suit l'idée d'un diagramme en barre ou diagramme en bâton. Donc on va prendre l'axe horizontal, on va le découper selon les classes qu'on a fait, et après on met une barre au-dessus de chaque classe. Donc, l'axe des abscisses, on met toutes les bornes. Donc on a la borne E0, E1, E2, etc. Toutes les bornes. On découpe selon la borne, et donc on peut avoir des amplitudes différentes. Première étape. Deuxième étape, on va mettre des barres au-dessus de chaque classe avec une base qui est égale à l'amplitude. Donc on va toujours utiliser toute l'amplitude pour créer ces barres-là. Et on va créer la barre d'une manière, pas que la hauteur est égale à l'effectif ou la fréquence, mais l'air. Donc on va prendre ou on va
dire que l'aire de l'histogramme ou l'aire de chaque rectangle doit être proportionnel à ou bien la fréquence ou bien l'effectif. Donc l'aire du rectangle, ça veut dire qu'il est déterminé par l'amplitude, donc la base, et par l'auteur. Donc l'amplitude A et l'auteur H vont déterminer l'aire de chaque rectangle. Donc on va le faire par exemple pour la fréquence. Donc en classe 1, on aura un certain rectangle. On veut que l'aire de cet rectangle sera égale à K fois F1, C2. On a un autre rectangle. L'aire doit être égale K fois F2, etc. Donc c'est la définition de proportionnalité. Donc l'aire de chaque rectangle doit être égale à la fréquence fois un facteur commun, une facteur commune pour toutes les classes. Donc j'ai K fois F1, K fois F2, K fois Fg pour chaque aire. La plus facile, c'est créer un histogramme avec des amplitudes égales. À ce moment-là, je peux simplement prendre l'effectif ou la fréquence même. Donc, si A, donc A1 égale à A2, etc., égale à A, donc toutes les amplitudes sont les mêmes, je vais prendre comme R ou comme hauteur, je prends l'auteur pour classe I égale à la fréquence. Et donc l'aire de chaque rectangle est égale à la base, donc la base qui est égale à l'amplitude A fois l'auteur qu'on a pris la fréquence. Donc pour chaque rectangle, on a A fois la fréquence. Et donc toutes les... donc on pratique C1, c'est A fois F1, C2, l'aire est égal à A fois F2, CG, l'aire est égal à A fois Fg. Et donc on a à chaque fois la même constante de proportionnalité, le même facteur de proportionnalité qui est égal à A. Et donc dans ce cas-là, c'est très facile de créer l'histogramme. Toutes les amplitudes sont les mêmes. Ce que je mets sur l'axe, c'est l'effet. Prends la fréquence pour le moment. On a fait les calculs pour la fréquence. Donc je peux prendre la fréquence pour déterminer, donc si c'est E0 et 1, ça sera F1, la fréquence. Donc la hauteur, l'auteur de chaque rectangle est égale à la fréquence qui correspond avec cette classe-là. Quelle est la masse totale? Donc, je peux bien créer l'histogramme, mais pour l'interpréter, je dois aussi connaître la masse totale et voir comment chaque des rectangles se situe par rapport à cette masse totale. Donc, la masse totale, c'est la somme de tous les rectangles, ou somme de l'aire de tous les rectangles. Donc, c'est A, où la somme I égale 1 jusqu'à G, A fois Fi. On met A en évidence.
Et là, on sait que la somme totale des fréquences, ben, c'est toujours 1. Et donc la masse totale pour l'histogramme qu'on crée de cette manière est égale à A. Et donc, si on sait que la masse totale est égale à A, ben on peut aussi interpréter chaque des barres, chaque des rectangles en comparaison l'aire de chaque rectangle avec la masse totale, l'aire totale. Donc, il y a aussi dit, on peut prendre l'auteur égal à la fréquence, on peut prendre l'auteur égal à l'effectif. Ça revient à la même chose. Donc, l'effectif NI, ben on sait que FI est égal à NI divisé par N. Donc, si je prends HI égale à NI, bah, HI est égal à N fois FI. C'est égal à... non, et donc l'aire de chaque rectangle est A fois N FI, où c'est une constante K fois FI. Donc si je prends comme auteur NI, donc l'effectif, bah, la constante proportionnalité sera K, donc A fois N au lieu de A. Et donc la masse totale sera aussi A fois N. Si on crée l'histogramme pour les amplitudes 5 cm, donc on a créé l'histogramme pour les effectifs. On voit la borne, donc 175 jusqu'à 160, 160, 165, etc. jusqu'à 195. On avait comme effectif pour la première classe, c'était égal à 7. Donc on a pris l'auteur du premier rectangle égal à 7, l'auteur du deuxième est égal à 8, donc c'est N2, etc. Donc c'est assez facile, c'est très facile de créer cette représentation à partir du tableau statistique. On n'a besoin que l'effectif ou la fréquence. Une petite difficulté si les amplitudes sont différentes. Donc, si les amplitudes sont différentes, on doit modifier la construction. Pourquoi? Car on a dit que l'aire doit être proportionnel à la fréquence ou l'effectif. Bah, si on a des classes qu'on a prises ensemble, par exemple ici, on a une première classe avec amplitude A, une deuxième classe avec amplitude 2A, troisième classe amplitude A de nouveau, et on a des fréquences pour les classes. Si on regarde là, si on calcule les aires des rectangles, donc pour la première classe, l'aire est égal à A fois F1. Pour la deuxième classe, l'aire est égal à la base, donc 2A fois la fréquence. Et pour la troisième classe, on a de nouveau une amplitude A fois la fréquence F3. Et donc on voit que là, on n'a pas cette constante proportionnalité, car on a pour la deuxième classe 2 fois la fréquence ou 2 fois A la fréquence au lieu de A. Et donc on doit modifier l'auteur du rectangle pour que ça soit en ordre. Donc de cette manière-là, on va donner trop d'importance aux classes qui ont des grandes amplitudes ou des amplitudes plus grandes que les autres. Et donc on doit éviter ce biais. On doit éviter que l'auteur de ces classes est trop haute par rapport aux autres. Et donc,
le plus simple, c'est prendre l'auteur, pas égal à la fréquence, mais la fréquence divisée par A. Donc, je vais prendre l'auteur pour classe I égal à la fréquence de classe I divisé par l'amplitude de cette classe I. Et donc, tenez en tête que AI peut être différente pour chaque classe, pas nécessairement, souvent ce seront les mêmes pour un certain nombre de classes différentes pour d'autres, mais ça peut différer pour chaque classe. Si je prends l'auteur comme ça, alors l'aire du rectangle pour classe C, pour classe CI, c'est la base, donc l'amplitude I, l'amplitude pour classe I, fois l'auteur, donc c'est AI fois FI divisé par AI ou FI. Donc l'aire pour chaque classe, si je fais cette modification, l'aire de chaque classe ou de chaque rectangle est égale à la fréquence et donc la constante de proportionnalité est égale à 1 dans ce cas. Si on le fait comme ça, si on crée l'histogramme de cette manière-là, on parle d'un histogramme d'aire unitaire, tout simplement car l'aire totale sera égale à 1. Donc on a le même calcul. Donc R total, c'est la somme de tous les rectangles, donc comme ça. C'est la masse totale, I1 jusqu'à G, fois donc AI fois HI, I égale à 1G, AI FI divisé par AI, par définition de l'auteur. Donc c'est la somme des fréquences. Et donc c'est égal à 1. Donc si je crée un histogramme de telle manière-là, donc je ne prends pas la fréquence ou l'effectif, mais je prends la fréquence divisée par l'amplitude ou l'effectif divisé par l'amplitude, à ce moment-là, pour la fréquence, j'obtiens un histogramme qui a une masse totale, qui a un R total de 1. Et donc, on l'appelle l'histogramme d'aire unitaire et on va l'utiliser plus tard pour plus facilement comparer des distributions. Ça aussi mis là. Donc, pour comparer deux distributions, pour comparer deux histogrammes, on veut que les masses totales sont les mêmes, donc que l'aire totale au-dessous ou dans les rectangles est égal. Et donc, on va imposer, si on veut comparer deux groupes ou deux distributions, on va imposer qu'on travaille avec l'histogramme d'aire unitaire. Si on crée l'histogramme avec les 6 classes, donc là, on a les classes, donc deux classes avec amplitude 10, la première et la dernière, et l'auteur, on prend la fréquence divisée par l'amplitude. Donc on prend pour la première classe, c'était 13, je pense, donc la fréquence, non, pas 13. Donc la fréquence était 0,14 et on le divise par 10, par l'amplitude. Donc on aura une hauteur de 0,014. Donc de cette manière, on a un histogramme. On voit encore la même chose, donc on peut interpréter cet histogramme-là. Mais la masse totale est égale à 1. Qu'est-ce qu'on voit sur l'histogramme ou sur cet histogramme? On voit qu'il y a un seul pic. Donc là, il y a clairement un pic
un rectangle qui est plus haut que les autres, on voit que ça diminue à gauche et à droite. Donc, il y a une diminution des deux côtés. On voit que c'est assez symétrique. Ce n'est pas parfaitement symétrique, mais quand même, il y a une certaine forme de symétrie. Et on voit aussi que la plupart du masse se situe au centre de la distribution, donc dans les classes au milieu. Donc, dès qu'on a un histogramme, on ne va pas créer l'histogramme pour faire le dessin, on va le créer pour aussi interpréter ou pour retrouver les caractéristiques des données. Quelques remarques pour l'histogramme. Il y a des options où on a des classes qui ne sont pas bornées, des classes qui vont jusqu'à plus infini. C'est très difficile à mettre dans l'histogramme car si là je prends une hauteur égale à fi divisé par l'amplitude, l'amplitude de la dernière classe est égale à infini. Donc je divise par infini, ça me donne un 0. Donc dans ce cas, je vais ignorer ces classes-là. Donc je ne vais pas mettre ces classes dans l'histogramme. Ce qu'on a fait, on doit interpréter l'histogramme. Et ce qui est important aussi à comprendre ou à savoir, c'est un histogramme, on le crée sous l'hypothèse d'uniformité des données. Donc on suppose que dans chaque classe, les observations sont reparties, sont distribuées d'une manière uniforme partout dans la classe. Donc si on prend un certain classe là, on a classe G, on regarde à un certain niveau individuel, donc là sont les bornes EG-1 jusqu'à EG, et je regarde les observations. Donc je regarde les observations qui sont mises dans cette classe-là, et je les mets où ils doivent être. Donc je repartis la classe encore en des nombres intermédiaires, donc les valeurs individuelles, et je vois combien de fois j'ai observé chaque chiffre. Donc il y a plusieurs options, mais ça ne marche pas grand-chose. Il y a plusieurs options pour la répartition. On pourrait avoir une répartition pareille. Donc si on regarde les valeurs individuelles, la plupart de la masse se trouve au début, et après ça diminue vers la fin de la classe. On pourrait avoir une répartition comme ça. Donc, surtout au centre, une grande masse au centre, et après ça diminue à gauche et à droite d'une manière assez symétrique. Ou on pourrait avoir, ce sont trois options, on pourrait avoir une distribution assez uniforme. Donc, n'importe où je regarde dans la classe, j'ai toujours la même masse, le même nombre d'observations si je regarde sur le niveau des observations individuelles. Donc, pour la première, on dit que c'est une répartition exponentielle. Donc, si j'ai les deux bornes, je vois qu'il y a une diminution comme ça, donc une fonction exponentielle. La deuxième, si je regarde, il y a une distribution d'une forme cloche. Il y a une sorte de cloche là, ce qu'on appelle la fonction normale, qui correspond à une distribution normale. Et pour la troisième, toute la masse est égale, donc je peux le représenter par une ligne droite, une ligne horizontale, ce qui veut dire n'importe où je me trouve dans cet intervalle-là, donc l'intervalle, n'importe où je me trouve, la masse des observations individuelles, la proportion des observations individuelles est toujours le même. Et donc on le fait où on suppose, pour créer l'histogramme, qu'on a une répartition uniforme, ce qui nous permet de créer des rectangles. Autrement, si on n'a pas, ça ne vaut pas la peine ou ça ne fait pas de sens de créer une rectangle comme ça, qui suppose que dans la classe, j'ai une rectangle, donc la masse, là, il est réparti un peu de manière égaux partout dans la classe.
Et donc, j'ai une assumption, une hypothèse qui dit que dans chaque classe, il y a une répartition uniforme, une hypothèse qu'on utilise pour travailler avec les données, mais qu'on ne va pas vérifier. C'est un peu la même chose. Si on zoome, dans la classe, on prend un petit écart delta et on regarde, on varie la position delta dans la classe. On peut regarder ce qui se passe dans ce petit intervalle et on voit répartition exponentielle. La masse à gauche dans ce petit intervalle delta est plus haute que la masse à droite. Pour le normal, on peut trouver des masses égaux, donc à gauche et à droite, car c'est assez symétrique. Mais au milieu, quand même, il y a une plus grande masse. Et uniforme, n'importe où je mets mon petit écart delta, j'aurai toujours la même distribution, la même masse. Donc l'histogramme est assez facile à utiliser. Donc il est facile à créer et on peut l'interpréter. Donc on peut observer des caractéristiques de la distribution. Mais quand même, si je veux comparer deux choses, il n'est pas toujours trop facile. Surtout si les bornes ne sont pas exactement les mêmes. Donc là, il y aura un petit décalage. Aussi, mettre deux histogrammes, on ne peut pas les mettre l'un sur l'autre. Donc on doit toujours, si on veut comparer des histogrammes, on doit les mettre à côté. Donc on aura deux graphes avec des histogrammes qu'on doit comparer. Parfois c'est facile, parfois c'est pas facile, mais je ne peux pas les mettre l'un sur l'autre, car vous perdez toute simplicité de visualité. C'est très difficile d'avoir un seul plot avec deux histogrammes superposés. Donc si j'ai ça et j'ai un autre histogramme qui a un petit décalage et tout ça, c'est pas trop facile. Donc je veux créer une courbe, une autre représentation graphique qui a ou qui donne la même idée que l'histogramme, donc qui a le même R au-dessus de la courbe, mais qui est plus facile pour comparer les choses. Et donc ce graphique-là, on va l'appeler la polygone de fréquence ou effectif, selon ce qu'on utilise. Et on va le créer d'une manière le plus simple possible à partir d'un histogramme, en tenant la masse totale égale à la masse de l'histogramme. Donc l'air, qui est indiqué par la ligne rouge, l'air à gauche, l'air sous l'histogramme, doit rester le même pour l'air égal à l'air de la polygone. Comment on va le créer? J'ai mon histogramme. Et on commence par des amplitudes égaux. Donc on a toute amplitude qui est le même. Donc là, à chaque fois, il y a une amplitude A entre les deux bornes. J'ai même pris que là. J'ai l'histogramme. Ce que je vais faire, c'est je vais changer ces rectangles dans une courbe, une polygone. En prenant, d'abord, on va caractériser chaque classe par le centre. Donc on va utiliser le centre qu'on avait appelé CI, CG. Donc je cherche le centre là. Donc C1, C2 et C3.
Je cherche la valeur qui correspond pour la côté supérieure du rectangle. Ce sera le milieu de ce côté-là. Donc, milieu supérieur, côté de la milieu, non, milieu de la côté supérieure de la rectangle, et je mets une ligne droite entre les deux. Donc, je relie le milieu. Donc, c'est déjà une première étape. Vous voyez que de cette manière-là, on n'a pas vraiment une polygone qui est complète. Il manque encore des choses à gauche et à droite. Donc, je vais ajouter deux classes fictives. De amplitude A et effectif égal à 0. Donc, je prends une autre classe là, à gauche, de même amplitude, avec un effectif 0. Donc, il n'y a pas d'auteur pour le rectangle. Je prends même chose à droite, amplitude A et pas d'auteur. Et je fais la même chose avec ces deux classes fictives. Je prends le centre, le milieu, et je connecte les derniers points avec ce point milieu. Donc, on a changé l'histogramme en un polygone qui a ou qui va nous donner la même information que l'histogramme. Donc, on a toujours une même idée de la distribution des données. Mais, est-ce qu'on a gardé l'air? Donc, est-ce que l'air sous la polygone est égal à l'air de l'histogramme? Oui. Je vais prendre celle-là. Donc, on a pris le milieu pour chaque classe. On a mis une ligne droite. Comme ça. Ce que nous voyons, qu'à chaque fois, on a perdu une partie de l'air de l'histogramme. On a perdu une partie, mais on gagne aussi de l'air là dans la triangle verte. Donc il y a déjà une perte qui est récompensée par un gain à chaque fois, donc 2 à 2. Donc chaque triangle perdu est lié à un triangle qu'on a gagné. Donc ça c'est déjà bon, mais est-ce que les aires sont les mêmes? Donc est-ce que ce sont des triangles isométriques? Oui. Pourquoi? Si, c'est comme ça. Si on regarde les deux triangles, on a d'abord ici des angles opposés. Donc c'est de la géométrie, on a vu au début de l'année. On a là des angles opposés, donc ces angles-là sont les mêmes, nécessairement. En plus, chaque triangle a une angle droite. Et vu qu'on sait que la somme des angles dans un triangle est toujours 180 degrés, nécessairement là, l'angle là et l'angle là, les deux doivent être aussi les mêmes. Donc on a déjà deux triangles pour lesquels les trois angles sont les mêmes. Donc on a trois angles égaux. Ça me dit,
un angle, ah non, voilà. Égal, égaux, n'importe. Ça me dit que les triangles sont déjà semblables. Mais pas nécessairement isométriques, pas nécessairement égaux. Mais il y a encore une partie d'information qu'on n'a pas utilisée. On sait que ce côté-là, vu qu'on a des amplitudes constantes, donc amplitude A, et on a pris le milieu, on sait que la longueur de ce côté-là est égale à A divisé par 2. De même manière, ce côté-là a une longueur A divisé par 2. Et donc, j'ai trois angles égaux, plus il y a un côté qui est le même. Et donc, les triangles ne sont pas semblables, mais les triangles sont isométriques. Donc, les deux triangles sont identiques l'un avec l'autre. Donc, pas seulement sont les angles et les côtés les mêmes, nécessairement l'aire de la triangle rouge et l'aire de la triangle verte est aussi la même. Donc, tout ce qu'on perd, on gagne par un autre triangle et donc l'aire totale reste la même. Si les amplitudes sont différentes, il y a un petit souci. Donc là, on a de nouveau, on a deux classes d'amplitude 2A et trois classes d'amplitude A. Si je fais la même construction, donc je prends le milieu pour chaque classe et je mets une ligne entre les deux, il est clair que l'aire qu'on a perdu, pour l'exemple là, l'aire en rouge, est plus large que l'aire en verte, tout simplement car les bases ne sont pas les mêmes. Donc, pour la petite triangle verte, l'amplitude totale est A, donc la côté est A divisé par 2. Pour la triangle en rouge, la base de cette classe est 2A, et donc la côté en haut est égale à A. J'ai encore deux triangles semblables, mais maintenant, cet côté-là est la moitié de l'autre côté, et donc les triangles ne sont pas isométriques, ils n'ont pas le même R. Donc ce qu'on doit faire, c'est découper chaque classe en sous-classes fictives, d'une telle manière qu'on obtient des classes qui ont toutes des amplitudes égales, n'importe. C'est quand même une amplitude, oui? Oui, ok, égal. Donc, ce qu'on fait là, dans ce cas, c'est facile. On a des amplitudes A et 2A. Je vais découper les classes d'amplitude 2A en deux pour créer deux classes fictives d'amplitude A. Et après, je fais la même construction que dans le cas où les amplitudes sont les mêmes. Donc, je prends le milieu pour chaque des classes fictives incluses, et je les relie par une ligne. Donc, je vais mettre une ligne là et une ligne entre les deux milieux là. Donc, pour les classes d'une amplitude plus large que les autres, on va avoir des lignes horizontaux, des paniers qui vont apparaître. Mais ça me permet de créer une polygone dont l'aire totale est égale à l'aire de l'histogramme. Donc là, ce qu'on a fait, on a découpé les deux classes qui sont plus larges en deux. Donc, c'était 2A, on le découpe en deux pour avoir des rectangles d'amplitude A, rectangle d'amplitude A, rectangle d'amplitude A. Je prends tout le milieu
je les relie avec des droites, des segments, et de nouveau, j'ajoute deux classes fictives d'amplitude A. Je prends le milieu de cette classe fictive et je mets la dernière ligne pour compléter le polygone. Ici, c'était tout simple. Donc, trouver l'amplitude. En général, ce qu'on fait, si on a des amplitudes différentes, on va chercher la plus grande commun diviseur. Donc, on va prendre toutes les amplitudes différentes, et on prend la diviseur commun qui est le plus grand. On peut le faire pour la taille. Donc, on a les histogrammes comme ça. Donc, on prend l'histogramme avec les amplitudes différentes. Si, dans ce cas, on veut créer le polygone, bah, on a là des amplitudes de 5 au milieu. On a des amplitudes 5. Les deux autres ont une amplitude égale à 10. Donc, si on regarde les deux amplitudes différentes, 5 et 10, la plus grande diviseur commun diviseur, est 5. Donc, on va d'abord diviser les classes d'amplitude 10 en deux classes d'amplitude 5. Après, je cherche le milieu de chaque classe. Donc, je prends le milieu de cette classe-là. On fait pour toutes les classes. J'ajoute deux classes fictives avec un effectif 0. Je prends le milieu de ces classes-là aussi. Et je vais relier tous les points. Donc, je les relie avec des lignes droites, comme ça. Donc, la ligne en jaune me donne le polygone des fréquences divisées par amplitude. Donc, on a pris l'histogramme d'air unitaire. Donc, l'auteur était fréquence divisée par amplitude. Donc, c'est un histogramme d'air unitaire. Ça veut dire que l'air au-dessus du curve jaune est aussi égal à 1. On peut faire la même chose pour l'histogramme à gauche. Là, on ne doit rien faire de spécial, donc toutes les amplitudes sont les mêmes. On prend tous les milieux, on les relie, on ajoute la classe à gauche, une classe à droite, fictif et effectif 0. On prend le milieu et on ajoute la ligne aussi. Ça me donne aussi une polygone. Mais à gauche sera la polygone des effectifs pour les classes avec amplitude égale. Ce qu'on sait voir sur les polygones, bah, c'est la même ce qu'on voit sur l'histogramme. On voit qu'il y a un pic, on voit que la masse descend assez rapidement au milieu. Il y a une forme de symétrie. Ce n'est pas exact, mais bon, on n'a qu'un échantillon de la population, donc c'est assez symétrique. Et de nouveau, on voit que la masse, la plupart de la masse se situe
au milieu, ce qu'on voit là. Donc là, la polygone est plus haute et après ça diminue vitement. Donc ce qu'on a dit avant, on crée ce polygone-là pour pouvoir comparer deux distributions ou deux groupes différentes, donc une variable sur deux groupes différents. Donc on pourrait imaginer à regarder la taille, donc on a la taille des étudiants, ben on pourrait comparer la taille des filles avec la taille des garçons par exemple. Donc on fait la scission dans la base de données, on prend un groupe pour les filles. Les filles ont un effectif égal à 41, donc 41 filles dans le total, et 66 garçons. Et on peut créer les histogrammes. Et après, on peut interpréter les histogrammes. Donc, vu que ce sont des histogrammes, on doit les mettre l'un à côté de l'autre pour les comparer. On ne peut pas les superposer car ce sera très difficile à voir quelque chose. On a pris des amplitudes égales, donc amplitude égale à 5 cm pour les deux diagrammes ou pour les deux histogrammes. Et on a aussi pris les mêmes bornes. Donc la taille reste la même, on prend les mêmes bornes. C'est aussi plus facile pour comparer un peu. Donc on a pris des bornes 155, 160, 160, 165, etc. jusqu'à 195. Ce qu'on voit, ça, donc ce sont les effectifs qu'on a donnés. On voit clairement qu'il y a un décalage horizontal. Donc on voit que pour les filles, on se situe plutôt à gauche. Donc les classes plus petites, donc entre 155 cm et pas plus que 180 cm. Pour les garçons, on se situe plutôt à droite. Donc la classe la plus petite a une borne inférieure à 165 et ça va jusqu'à 195. Donc décalage horizontal. On voit que tous les deux ont un pic, mais il paraît que pour les filles, la distribution est beaucoup plus aplatie. Donc il y a beaucoup moins de différence entre les différentes classes, tandis que pour les garçons, il y a une grande pic. Et ce qu'on voit aussi, ou ce qu'on pense avoir, on voit que la pic chez les garçons est beaucoup plus haut que la pic chez les filles. Et là, on doit faire une remarque. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut déduire de ce graphique-là. Pourquoi pas? On a pris un graphique des effectifs, ou un histogramme des effectifs, donc on a mis les effectifs sur l'axe des ordonnées, mais clairement, il y a une grande différence entre l'effectif total pour les filles et l'effectif total pour les garçons. Donc la masse des deux histogrammes n'est pas la même. À gauche, on a une masse totale de 41, à droite, une masse totale de 66. Donc c'est logique, là, qu'on a plus d'observations, donc qu'on aura aussi plus d'observations dans chaque classe. Donc pour comparer deux histogrammes, on doit vérifier que les histogrammes sont de même aire, donc que l'aire des deux histogrammes est le même. Et c'est pour ça que pour une comparaison, on utilise l'histogramme d'aire unitaire
et pas un histogramme sur les effectifs ou les fréquences tout simple. Donc, on refait sur le... ce n'est pas l'effectif, donc l'axe des ordonnées sont les effectifs divisés par les amplitudes, pas les effectifs. Et donc là, on a les deux histogrammes d'air unitaire pour garçons et filles. Maintenant, pour toutes les deux, l'histogramme a le même R, un R égal à 1. Et maintenant, on sait beaucoup mieux comparer l'un avec l'autre. En gros, les remarques restent les mêmes. Il y a un décalage vers la droite pour la taille des garçons. À gauche, les filles, c'est encore plus aplati que les garçons, mais on voit déjà qu'il y a une différence. Là, ça avait l'air beaucoup plus plate qu'ici, donc il y a quand même plus de différence entre les classes. Et il y a un seul pic là, qui est encore un peu plus haut dans cette classe-là. Mais on voit aussi que pour les garçons, il y a une diminution plus forte autour de ce pic. Donc là, on a la pic, une pic plus importante dans la classe 175-180 et surtout à gauche, une diminution assez forte. Là, on a un pic, mais la diminution est moins forte que pour les garçons. Si on fait la même chose avec les polygones, donc on a créé les deux polygones, en rouge pour les filles, en bleu pour les garçons, c'est beaucoup plus facile de les superposer, donc on les met dans le même repère et on sait directement les comparer car on a tout l'un au-dessus de l'autre. Donc on voit la même chose, le pic, le décalage horizontal. Ce qu'on voit aussi, maintenant, et ici c'est beaucoup plus clair, on a ce centre, une valeur centrale, la pic. La dispersion ou l'écart total pour la fille est plus importante que l'écart total au centre que pour les garçons. Donc on va dire en chapitre 3 que la dispersion pour la distribution des filles est plus grande que la dispersion pour les garçons. Et donc le polygone nous permet de plus facilement comparer les deux groupes. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut faire les effectifs cumulés, les fréquences cumulées. Pour faire un cumul, on doit avoir des variables qui sont ordonnées. Donc, on doit avoir un ordre naturel dans les variables. Dans ce cas, on a un certain tableau statistique et on peut, au lieu de regarder le nombre d'observations égal à une certaine valeur x, on peut regarder le nombre d'observations plus petit ou égal à x. Donc, on va appeler les choses qu'on obtient de cette manière-là les fréquences cumulées et l'effectif cumulé. Donc, on avait N1 pour la valeur x1, x2, x3, N2, N3 et F1, F2, F3. Donc l'effectif, on a N1 observations avec une valeur x1. L'effectif cumulé, on va garder la même notation, donc on va garder N, mais on prend le N majuscule. N majuscule 1, donc c'est le nombre d'observations plus petit ou égal à x1. Il n'y a rien plus petit que x1 car x1 est la valeur la plus petite. Donc c'est égal à N1. N2, ce sont toutes les observations plus petites ou égales à x2. Donc c'est x1 ou x2, donc N1 plus N2. De même manière, N3, tout qui est plus petit que x3, donc N1 plus N2 plus N3, etc. Donc on l'appelle les effectifs cumulés simplement car on fait le calcul ou le cumul des effectifs. On peut aussi noter N2 comme N1 plus N2, donc c'est l'effectif cumulé 1 plus l'effectif 2. Là, c'est l'effectif cumulé 2 plus l'effectif 3, etc.
Et de même manière, on a les fréquences cumulées. Donc, la proportion plus petite ou égale à x1, c'est f1. De nouveau, on prend des lettres majuscules. Donc, f1 égale f1, f2. La proportion qui est plus petite ou égale à x2, c'est la proportion pour x1, la proportion plus x2, etc. Donc, c'est tout simple. On prend la somme. Donc, on va créer le tableau statistique complet pour des variables qui ont un certain ordre, donc des variables quantitatives ordinales ou des variables qualitatives. On ajoute deux colonnes, colonne des effectifs cumulés, colonne des fréquences cumulées. Donc, effectifs cumulés, 11. Pour 2, tout ce qui est plus petit que 2, c'est 11 plus 41, 52. Tout ce qui est plus petit que ou égal à 3, c'est 11 plus 41 plus 36, ça me donne 88, etc. Même chose pour les fréquences, on regarde les fréquences, donc première 0,10, deuxième fréquence cumulée, c'est la somme de F1 plus F2, 0,48, là 0,82, etc. Donc c'est tout simple, on prend la somme jusqu'à cette valeur-là. On a pris la somme là et la somme là, ça n'a pas de sens de prendre encore la somme des effectifs cumulés, car ce sont déjà les sommes. Ce qu'on voit quand même, c'est si tu as fait le tableau correctement, l'effectif cumulé pour la dernière valeur est nécessairement égal à l'effectif total, car toutes les observations sont plus petites ou égales à la valeur supérieure. Et de même chose, la fréquence cumulée pour la dernière classe ou la dernière valeur est égale à 1. C'est l'effectif total pour toute la groupe. Donc, tableau statistique complet pour le nombre d'enfants, donc pour une variable discrète. On peut le faire aussi pour des variables continues, donc pour les tailles. On peut faire ça pour les tailles individuellement, mais là, on était confronté avec ce bâton, diagramme mon bâton chaotique et un tableau très long. Donc, on les a mis en classe. Il y a encore un ordre dans les classes. Donc, on connaît la classe la plus petite, on connaît la classe la plus grande. On peut faire la même chose pour les classes. Donc, on peut calculer les effectifs cumulés pour les classes, les fréquences cumulées pour les classes, et on peut directement l'interpréter. Donc, par exemple, on voit que 44% des personnes ou des étudiants ont, celle-là, donc il y a 44% des étudiants pour qui la taille est inférieure ou égale à 175. Donc c'est inférieur ou égal à la borne supérieure de la classe. On voit qu'il y a 75 étudiants pour lesquels la taille est plus petite ou égale à 180. Donc si on a des classes, les effectifs cumulés, c'est toujours lié à la borne supérieure de la classe. Donc on sait que l'effectif, c'est ce qui se passe dans la classe, mais on ne sait pas comment les 15 personnes-là sont reparties entre 155 et 165. Donc l'effectif cumulé ou la fréquence cumulée est toujours liée à la borne supérieure de la classe. On peut le mettre dans une graphique. Donc on peut, et on va faire pour, disons, les effectifs cumulés. Donc je vais mettre les effectifs cumulés sur l'axe ordinal. Et
j'ai mes classes ou mes valeurs, n'importe, sur l'axe horizontal. Toutes les valeurs différentes. L'avantage, ou ce qui est bien dans ce cas, si les amplitudes sont les mêmes ou pas, ça ne fait pas de différence. Donc, on regarde les valeurs cumulées, on regarde ce qui se passe jusqu'à un certain moment. Ça ne m'intéresse pas si les amplitudes si les amplitudes sont égales ou pas. La construction sera toujours la même. Donc, on ne doit pas faire la distinction entre des amplitudes égales ou différentes. Donc, si on a le tableau là, on connaît, pour chaque valeur, on connaît l'effectif total cumulé. Donc, je sais que j'ai un effectif cumulé N1 pour X1. J'ai un effectif cumulé N2 pour X2 jusqu'à, disons, là, NG et NG capital, à peu près ça. Donc chez ça, j'ai tous ces points-là. Je connais les effectifs cumulés pour chaque des valeurs. Donc ce sont mes valeurs distinctes. Je connais l'effectif cumulé, je connais la fréquence cumulée pour ces valeurs-là, mais je veux avoir une courbe ou une fonction pour toutes les valeurs. Donc, je ne veux pas simplement savoir ce qui se passe dans les points x1, x2, x3. Je veux connaître la valeur pour toute x. Et donc, on va faire une distinction entre trois cas. Prenons d'abord x là. Donc, x est plus petite que x1, la valeur minimale. Quel est l'effectif cumulé? L'effectif cumulé est égal à 0, car x1, c'est la valeur la plus petite. Donc, il n'y a pas d'observations qui sont plus petites que x1. Donc, l'effectif cumulé, là, égal à 0. Donc, pour toute valeur x qui est plus petite que x1, la fonction sera toujours égale à 0. Deuxième option, deuxième cas, tout simple, xg. Donc, je prends x là, à droite de la valeur supérieure. L'effectif cumulé là, celle-là est égale à l'effectif total. Car si je dois regarder tout ce qui est plus petit que x, on sait déjà que toutes les observations sont plus petites que xg. Donc aussi, toutes les observations sont plus petites que x même. Et donc, l'effectif cumulé, c'est ng. Donc, ng qui est toujours égal à l'effectif total. Et donc, pour toute valeur qui est plus large, plus grande que la valeur supérieure, la fonction est égale à x, à n. Et dernière chose, donc, qu'est-ce qui se passe quand x se trouve dans une certaine classe? Donc, entre xg, xg moins 1. Donc, disons que x se trouve là. On a une variable discrète. Donc, toutes les observations sont notées sur l'axe. Donc, toutes les observations, là j'ai ng-1, là j'ai ng. On sait que on a ou bien une observation xg-1 ou bien xg. X se trouve au milieu. Donc, tout ce qui est plus petit que x doit nécessairement aussi être plus petit ou égal à xg-1, car entre ces deux valeurs, il ne se passe rien. On a une variable discrète, donc c'est ou bien xg-1 ou bien xg. Et donc, l'effectif cumulé là pour ce x, c'est
G-1. Donc là, on a les valeurs là et tout ce qui est plus petit, mais rien d'autre car il ne se passe rien entre les deux valeurs observées. Donc là, la valeur est égale à cette ligne-là jusqu'à moment où on arrive à xg. Et donc, on peut faire ça pour toutes les classes. Et on trouve une fonction comme ça. Donc, une fonction avec des paliers horizontaux. Et donc, à partir de ça, on sait retrouver l'effectif cumulé pour chaque valeur de x, simplement en regardant, j'ai une valeur x là, je cherche le palier correspondant et la valeur qui correspond sur l'axe des ordonnées. Donc j'ai fait maintenant sur les effectifs cumulés. Il est plus fréquent d'utiliser les fréquences cumulées, car ça me donne des proportions au lieu de chiffres absolus. Mais l'idée est la même. L'avantage, on peut de nouveau superposer. Donc si on a deux options ou deux groupes de distribution, on peut les mettre dans le même graphique et directement comparer les deux graphiques. Pour comparer, on prend de nouveau, comme pour les histogrammes, on prend de nouveau une R qui est égale entre les deux. Donc on va se baser sur les fréquences ou les fréquences divisées par les amplitudes. Donc on doit avoir un base totale comparable. Et on peut faire la même chose si on a beaucoup d'observations. Donc on a pour une variable discrète, on a un nombre de valeurs observées limité. On a vu que si on regardait les tailles sont discrétisées d'une manière, donc on a la taille jusqu'à la centimètre. Si je créais le diagramme en bâton, c'était très chaotique, très illisible. Mais je peux créer ce graphique-là, même si il y a beaucoup d'observations. Donc la formule-là n'est pas importante. Vous pouvez l'oublier. Ce qui est important est de savoir qu'on sait faire la même chose s'il y a très peu ou beaucoup d'observations différentes. Et la construction se fait toujours de la même manière. Donc à gauche, j'ai le courbe cumulée pour courbe cumulative pour les fréquences cumulées, pour nombre d'enfants. Donc le nombre d'enfants, c'est une variable discrète, valeur 1 jusqu'à 6. Je vois les différents paliers qui vont entre les deux, entre les bornes de chaque classe. Là, j'ai la taille en centimètres. Je peux faire la même chose. Je peux créer cette courbe de fréquences cumulées, dans ce cas-ci, qui me permet de directement voir la proportion des observations qui correspondent à une certaine taille. Donc, si je veux savoir quelle est la proportion de personnes avec une taille inférieure ou égale à 172, je prends là 172, je cherche ici la valeur et je regarde sur l'axe des ordonnées pour trouver cette valeur-là. Donc, je peux directement lier une valeur X avec un résultat, donc une proportion pour cette valeur. Donc, si on veut comparer, donc de nouveau, en rouge la taille des filles, en bleu la taille des garçons, on doit le faire d'une manière comparable. Donc, on se base sur une masse totale qui est égale. Donc, comme on a fait par l'histogramme, on va créer une R unitaire pour comparer. Et après, on fait les courbes cumulatives des fréquences cumulées. De nouveau, là, on voit qu'il y a un décalage horizontal. Donc,
Le rouge se trouve à gauche de bleu. Donc, la taille des filles sont en général plus petites que la taille des garçons. Donc, on a une idée de la position, une idée de la dispersion un peu plus difficile sur ce graphique-là. Si vous êtes bien traîné, vous pouvez le faire en regardant l'auteur des sauts. Donc, vous pouvez voir où se trouve la pique par regardant où se trouve le saut le plus haut. Donc là, il y a une augmentation dans la fréquence la plus importante. Et de même manière, vous pouvez regarder, comparer un peu tous les sauts pour voir s'il y a une symétrie ou pas. Mais on ne va pas aller si loin. Donc, nous allons utiliser ces graphiques-là pour trouver la proportion, pour dire quelque chose sur la proportion ou les effectifs des deux groupes. Et je vais donner l'ogive la semaine prochaine.